La course à l'espace, 12 événements majeurs de l'histoire spatiale. Je vais vous parler de ces aventures extraordinaires qui ont propulsé l'homme dans le cosmos, mais aussi des risques liés à l'exploration. Ces moments sont tirés de mes vidéos quotidiennes où je vous parle d'un fait marquant qui s'est passé ce jour dans l'histoire. Bien que j'aborde tous les sujets, ici je regroupe tous ceux qui ont trait à l'Odyssée spatiale. Ces épisodes sont classés chronologiquement pour que vous puissiez suivre l'évolution de l'avancée de l'homme dans l'espace. On plonge donc dans ces événements qui ont marqué l'histoire de l'humanité. Le 4 octobre 1957, Sputnik tourne autour de la Terre. L'URSS lança ce premier satellite artificiel au moyen d'une version modifiée de leur missile intercontinental R-7. Sputnik 1 pesait environ 83 kg pour un diamètre de 58 cm et faisait le tour de la Terre en environ 98 minutes. Il n'avait pas d'autre fonction que d'émettre des bip-bip captables depuis la Terre. Il restera 3 mois en orbite avant de retomber dans l'atmosphère et de se désintégrer. Mais ce lancement provoqua un véritable choc aux USA. Beaucoup ont perçu cet événement comme un signal que l'Union soviétique avait pris une avance technologique dans la course à l'espace, mais aussi dans le domaine des missiles balistiques. En plus du prestige scientifique et technique, Sputnik a inquiété le public et les dirigeants américains quant aux capacités militaires soviétiques. Si ces derniers pouvaient mettre un satellite en orbite, cela signifiait également qu'ils avaient des missiles capables de frapper n'importe quel endroit sur la planète avec des ogives nucléaires. Le lancement de Sputnik a marqué le début de la course à l'espace. Cela a incité les États-Unis à accélérer leurs propres programmes spatiaux, notamment avec la création de la NASA en 1958. Les USA investirent également dans de nombreux programmes d'éducation pour améliorer le niveau scientifique du pays et rattraper leur retard. Le 14 avril 1958, Sputnik 2 se désintègre en rentrant sur Terre, avec à son bord le premier être vivant envoyé dans l'espace, la chienne Laika. Suite au succès du lancement du premier satellite artificiel Sputnik 1, le dirigeant de l'URSS, Nikita Khrouchtchev, exigea le lancement d'un second engin un mois plus tard. Sputnik 2 fut donc lancé le 3 novembre 1957 et emportait le premier être vivant dans l'espace, la petite chienne Laika. Malheureusement, dans les délais très courts demandés pour le lancement, il n'était pas prévu de récupérer Laika vivante, ce qui provoqua l'indignation de nombreuses organisations de défense des animaux de par le monde. Au départ, on a pensé que Laika avait survécu 4 jours dans la capsule et qu'elle était morte en consommant de la nourriture empoisonnée pour lui éviter la souffrance de la désintégration dans l'atmosphère lors du retour. Ce n'est qu'en 2002 qu'on sut qu'elle était morte 7 heures après le lancement, probablement de stress et d'une surchauffe causée par une défaillance du système de régulation de la température. En dépit de la mort de Laika, l'expérience prouva qu'un être vivant pouvait survivre à une mise en orbite autour de la Terre et subir les effets de la pesanteur. Le 12 avril 1961, Yuri Gagarin devient le premier homme dans l'espace. Après avoir été les premiers à envoyer un satellite dans l'espace, le 4 octobre 1957 avec Sputnik 1, les Russes voulaient conserver leur suprématie dans la course à l'espace en envoyant le premier homme en orbite. Sachant que les Américains avaient planifié leur premier vol suborbital habité début mai, ils planifièrent le vol de Gagarin pour la mi-avril. Gagarin est né un peu avant la Deuxième Guerre mondiale dans un milieu paysan. Sa famille subit durement l'occupation allemande. C'est après l'atterrissage forcé d'un chasseur soviétique près de son village et à l'envoi d'un avion de secours dont le pilote lui montra le cockpit et les commandes que le jeune Yuri développa sa passion pour l'aviation. Il devint alors pilote de chasse avant d'être sélectionné pour être le premier homme dans l'espace. Son vol comporta une orbite complète et comme prévu, il s'éjecta de sa capsule à la rentrée sur Terre pour atterrir en parachute. L'Union soviétique prétendra cependant qu'il était revenu au sol dans sa capsule jusqu'à la fin des années 90. Gagarin trouva malheureusement la mort au cours d'un vol d'entraînement à bord de son MiG-15 le 27 mars 1968. Pour l'anecdote, le premier vol de la navette spatiale Columbia a eu lieu le 12 avril 1981, 20 ans jour pour jour après la mission de Gagarin. Le 20 février 1962, John Glenn devient le premier Américain sur orbite. John Glenn, pilote d'essai, et vétéran de la Deuxième Guerre mondiale et de la guerre de Corée, est le 3e Américain dans l'espace, après Alan Shepard et Virgil Grissom. Mais il est le premier à effectuer un vrai vol spatial, les deux autres n'ayant volé que 15 minutes et à une vitesse trop faible pour les maintenir sur orbite. Suite à sa retraite de la NASA à l'âge de 42 ans, il entamera une carrière politique aux côtés de la famille Kennedy et faillit même être le vice-président de Jimmy Carter. Il restera sénateur de l'Ohio de 1974 à 1999. Le 29 octobre 1998, il retournera dans l'espace à bord de la navette Discovery, et ce, pour une mission de 9 jours, afin d'étudier les effets de l'espace sur le vieillissement. À 77 ans, il est ainsi devenu la personne la plus âgée à voyager dans l'espace.
Le 10 octobre 1967, le traité de l'espace entre en vigueur. Ce traité, signé par plus de 100 pays, est souvent considéré comme la pierre angulaire du droit spatial international. Ce principe comprenne aucun État ne peut revendiquer la souveraineté ou la propriété de l'espace, y compris la Lune et les autres corps célestes. L'espace est un bien commun de l'humanité. L'espace doit être utilisé uniquement à des fins pacifiques. Il est interdit d'y placer des armes de destruction massive comme des armes nucléaires. Les États sont responsables des activités spatiales menées par leur gouvernement et leurs entreprises privées. Les dommages causés par les objets spatiaux lancés par un État doivent être compensés. Les astronautes sont considérés comme des envoyés de l'humanité. Tous les pays doivent leur fournir de l'assistance en cas d'accident ou de détresse. Les États doivent éviter toute contamination de l'espace extra-atmosphérique et des corps célestes par leurs activités. Mais, n'ayant presque pas été modifié depuis sa création, de plus en plus de problèmes se posent, tels que l'apparition d'entreprises privées comme SpaceX, la volonté d'exploiter les ressources minières des corps célestes et l'augmentation des débris spatiaux. Il serait nécessaire de renégocier ce traité et de clarifier les aspects juridiques de l'exploration de l'espace. Le 11 octobre 1968, Apollo 7 est lancé. Il fut le premier vol habité du programme Apollo. Un pas crucial vers l'alunissage historique d'Apollo 11 moins d'un an plus tard. La mission Apollo 7 avait plusieurs objectifs essentiels, notamment de tester le module de commande et de service, pièce centrale pour les futures missions lunaires. Après l'accident tragique d'Apollo 1 en 1967, où 3 astronautes avaient perdu la vie lors d'un incendie au sol, cette mission marquait un retour en vol pour le programme, ce qui ajoutait évidemment une grande pression. La mission dura 11 jours avec 163 révolutions autour de la Terre. Apollo 7 démontra la capacité de l'engin à supporter des vols habités prolongé dans l'espace. C'est également durant Apollo 7 que la première transmission télévisée en direct depuis l'espace eut lieu. Les astronautes ont partagé avec le monde des images de leur quotidien à bord, apportant une dimension unique et spectaculaire à la mission. Le succès de cette mission était d'une importance capitale car un nouvel échec aurait pu freiner, voire mettre en péril le programme Apollo. La mission a permis de restaurer la confiance dans la capacité de la NASA à accomplir le rêve de l'alunissage. Le 21 juillet 1969, l'homme marche sur la Lune. Bien que s'étant posé sur la Lune le 20 juillet à 20h17, il faudra près de 6 heures aux astronautes pour se préparer à la sortie extravéhiculaire. Armstrong ouvre alors l'écoutille et s'engage sur l'échelle de descente. Aldrin lui tend alors le Jettison Bag, c'est-à-dire leur poubelle qu'Armstrong va jeter. Et oui, le premier geste d'un homme sur la Lune, c'est de sortir les poubelles. Il active sa caméra, mais le format est incompatible avec la télédiffusion. Elle est donc affichée sur un moniteur spécial et une caméra de télé filme ce moniteur, ce qui diminue grandement la qualité et qui donne ces images un peu fantomatiques que nous connaissons. La dernière marche de l'échelle pose aussi problème, car elle est à 1 mètre du sol. Les ingénieurs avaient pensé que sous le choc de l'alunissage, les pieds s'écraseraient un peu et diminueraient la distance. Mais l'atterrissage d'Armstrong était si doux que ce ne fut pas le cas. Il saute alors sur le pied du LEM et essaye de suite de ressauter sur la marche pour être sûr de pouvoir rentrer plus tard. Grâce à la pesanteur de la Lune, il y arrive. Et c'est donc alors à 2h56 que Neil Armstrong pose le pied sur le sol lunaire et prononce sa célèbre phrase « C'est un petit pas pour l'homme, mais un pas de géant pour l'humanité ». Le 11 avril 1970, la mission Apollo 13 est lancée. Vous êtes sûrement nombreux à avoir vu le film Apollo 13 qui relate la 3e mission du programme spatial américain ayant pour but de faire atterrir des hommes sur la Lune. Donc, je vais pas vous raconter l'histoire, il suffit de voir le film qui est très proche de la réalité. Mais, pour faire simple, Apollo 13 a eu un gros souci technique et n'a pas su aller se poser sur la Lune. Il a fallu faire preuve d'ingéniosité pour ramener les 3 astronautes sur Terre sains et saufs dans une capsule très endommagée. Et ça a marché. Mais on constate encore qu'aujourd'hui, certaines personnes disent qu'on n'est pas allé sur la Lune et que c'était de la mise en scène. Parce que l'on du drapeau n'est pas correct, parce que la position de la Terre n'est pas juste. Bon, ok. Mais il faut quand même dire que pour monter ce coup-là, il fallait quand même mettre dans la confidence plusieurs milliers de personnes. Et dans ceux-là, aucun n'a cafeté en disant « Eh les gars, c'est du bluff, on a tout tourné dans les caves de la Maison Blanche. » Et en plus, plutôt que de se dire « Bon les gars, vous avez vu, on est allé sur la Lune, applaudissez-nous bien fort, voilà. » Eh ben non, ils ont recommencé 6 fois. Au total, 12 hommes ont marché sur la Lune. Mais c'est une blague, hein, et on vous l'a fait gober 6 fois. Ils sont forts quand même. Le 15 juillet 1975 débute la première mission spatiale conjointe entre l'URSS et les USA. Alors que les deux pays sont engagés depuis 1957 dans une véritable course à l'espace et également en pleine guerre froide, le début des années 70 marque une certaine détente dans le domaine spatial. Ainsi, les astronautes des deux pays visitent régulièrement les installations de l'autre. De plus, alors que les deux pays développent leur programme de station spatiale, Salyut pour les Russes et Skylab pour les Américains, les responsables politiques estiment qu'une rencontre en orbite pourrait préfigurer une collaboration qui permettrait d'alléger leur budget espace. Signé le 24 mai 1972, le projet coûtera 250 millions de dollars et débutera ce 15 juillet. L'arrimage entre les deux vaisseaux ayant lieu le 17 à la verticale de la ville de Metz. Les deux cosmonautes russes rencontrant les 3 astronautes américains, oui, la capsule Apollo est un peu plus grande. Alexei Leonov ayant promis de trinquer avec les Américains, il leur tendit des tubes portant l'étiquette vodka, ce que les Américains refusèrent avant de se rendre compte qu'il s'agissait de soupe. Cette mission n'aura cependant pas de suite avant la dislocation de l'URSS et le début des missions Navette-Vermeer.
Le 17 septembre 1976, Enterprise quitte le hangar. À l'origine, prévue s'appeler Constitution, elle devait être présentée le jour de la fête de la Constitution, donc le 17 septembre. Mais de nombreux fans de la série Star Trek ont écrit au président Gerald Ford pour qu'elle porte le nom du vaisseau de la série, l'USS Enterprise. Le président accepta et demanda à la NASA de changer le nom. Le créateur de la série, Gene Roddenberry, et la plupart des acteurs de la série furent invités à la cérémonie. Pour l'anecdote, l'Enterprise de la série est censée être un vaisseau de classe Constitution. Elle servira ensuite pour des tests atmosphériques en étant lancée à partir d'un Boeing 747 spécialement modifié. Elle était incapable de vol spatial car dépourvue de moteur et de bouclier thermique. Il était cependant prévu qu'elle soit rééquipée ensuite pour devenir la deuxième navette en service après Columbia. Mais entre-temps, des améliorations technologiques ont fait qu'il était moins coûteux de construire la nouvelle navette Challenger à partir d'une autre structure de base. De même, Enterprise fut considérée comme remplacement après l'accident de Challenger, mais de nouveau, à la place on construisit Endeavour à partir de pièces de rechange, construites en même temps que Discovery Atlantis. Elle servit encore de test suite à l'accident de Columbia et fut ensuite exposée dans différents musées. Elle est aujourd'hui exposée au musée qui est devenu le porte-avions Intrépide dans le port de New York. Le 24 janvier 1978, le satellite russe de surveillance des océans Cosmos 954 retombe sur Terre suite à une défaillance. Le souci, c'est que ce satellite est équipé d'un générateur nucléaire et qu'il doit s'écraser au Canada. Les Russes affirment que le noyau ne devrait pas atteindre la masse critique et qu'il va se désintégrer dans l'atmosphère. Mais bon, finalement, il répandra quand même des déchets radioactifs, mais il n'y aura pas de dégâts et l'Union soviétique versera des indemnités au Canada. Alors, les armes nucléaires sont interdites dans l'espace, suite au traité de l'espace de 1967. Mais il y a un vide juridique concernant les générateurs nucléaires. Pour la petite histoire, en 1988, un de ses frères, Cosmos 1900, et possédant un réacteur contenant 50 kg d'uranium, menace la France. Mais il s'écrase finalement le 1er octobre dans l'océan Indien, sans qu'aucun débris ne tombe sur une zone habitée. Le 28 janvier 1986, la navette spatiale Challenger explose peu de temps après son lancement, tuant les 7 astronautes à bord, dont Christa McAuliffe, une professeure de lycée, qui choisit parmi plus de 11 500 candidats, devait être la première citoyenne de l'espace, étant la seule à ne pas être astronaute professionnelle. Cet accident fut causé par la défaillance d'un joint sur une des fusées d'appoint. Il supportait très mal le froid, or cette nuit-là, en Floride, il avait gelé. Cet accident clouera au sol les navettes pour plusieurs mois, et l'accident de Columbia en 2003 précipitera le retrait des navettes. Quant aux astronautes, on sait qu'ils ont vraisemblablement survécu à la désintégration de la navette, vu que l'habitacle était resté presque intact et que plusieurs systèmes de respiration avaient été activés. On ignore s'ils sont décédés durant la chute ou au moment de l'impact avec l'océan. Voilà, c'était donc 12 faits majeurs de l'exploration spatiale. Il y en a d'autres, bien entendu, et on les découvrira au fur et à mesure où je publie ces récits quotidiens sur les événements importants de l'histoire de l'humanité. Alors, si vous voulez savoir ce qu'il s'est passé le jour de votre naissance, ou de votre mariage, ou simplement que vous êtes curieux de savoir ce qu'il s'est passé dans l'histoire à une certaine date, vous pouvez utiliser le lien ci-dessus. Et on se retrouve bien vite pour d'autres explications sur le monde qui nous entoure dans l'antre de l'apprentivore. Au revoir, à bientôt, ciao!